Allez, la prochaine candidate femme à nous rejoindre est la candidate du parti Les Républicains à l'élection présidentielle. Je vous demande d'accueillir Valérie Pécresse. Bonjour. Venez par ici. On va vous présenter les jeunes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Auxquels vous allez donc parler. Ils sont 14. Vous avez droit évidemment aux mêmes règles que les autres candidats. 14 jeunes pour 14 questions. Vous avez 45 minutes. Donc il faut faire assez court, il faut faire assez vite, il faut faire assez concis et efficace. OK? Et vous aurez au début de l'intervention qui se passera ici, Mme Pécresse? Plutôt dans le rond. Plutôt derrière vous. Retournez-vous. Bonjour, mais je dis Ah, pas vous pouvez Si, tous vous leur dire pouvez bonjour à leur- chacun, mais vous pouvez perdez du leur- temps. Vous pouvez serrer la main à tout le monde si vous voulez. Je ne sais pas si on a le droit de serrer les mains. Ah, Non, vous rigolez. normalement pas encore. Voilà. Alors, restez là. Voilà. Vous aurez donc au début 120 secondes seul pour prendre la parole devant l'ensemble des jeunes qui sont ici et le panel pour leur donner votre mesure phare pour la jeunesse. Mais pour l'instant, on va commencer avec votre portrait et il est signé Chloé Imbert. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Pécresse. Je m'appelle Bonjour. Chloé et j'ai 20 ans. Madame Pécresse, vous êtes née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine. Après être sortie diplômée d'HEC, vous avez intégré l'ENA avant d'enseigner le droit constitutionnel. Vous êtes entrée dans la vie politique et avez rencontré Jacques Chirac, auprès de qui vous avez longtemps travaillé, d'abord comme conseillère technique en charge des études, de la prospective et des technologies de l'information. Un peu plus tard, en 2002, vous êtes devenue députée, puis vous avez occupé un siège de conseillère régionale d'Île-de-France. En 2007, au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, vous devenez ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. Vous remportez les élections régionales d'Île-de-France en 2015 et êtes réélu à la tête de la région en 2021. À l'issue de la primaire des Républicains que vous remportez, vous êtes candidate à l'élection présidentielle 2022 sous les couleurs des Républicains. Voilà. C'est exact. Vous avez donc maintenant vos 2 minutes, Valérie Pécresse, pour nous donner votre principale mesure pour la jeunesse de ce pays. Eh bien, ce que je souhaiterais, c'est aider les jeunes à vaincre l'autocensure, c'est-à-dire leur permettre d'oser leurs projets. Et pour ça, je veux créer une banque nationale des jeunes. Cette banque nationale des jeunes, elle permettra de financer les projets d'études, les projets de formation, éventuellement des projets de création d'entreprise. Et elle aura un intérêt, c'est qu'on ne remboursera les prêts que si on gagne un certain niveau de salaire. Ça veut dire que ça permet des remboursements différés. C'est comme ça que dans un certain nombre de pays, on a permis à des jeunes qui ne pouvaient pas financer leurs études et qui n'osaient pas prendre des vrais prêts bancaires ou qui n'avaient pas de caution pour les prendre, ça leur a permis d'oser et de briser des plafonds de verre. Merci. Très bien. Alors c'est un peu subtil. Il faut effectivement que vous restiez dans ce rond noir, mais il ne faut pas non plus que vous dépassiez la moitié de ce rond noir si vous voulez être parfaitement sous les projecteurs Voilà. et le mieux éclairé. Et qu'on vous voit le mieux possible. Les deux Donc il ne premières faut pas questions- bouger. Donc il faut pas bouger. Si, vous pouvez bouger, mais dans vous un pouvez bouger. cadre un peu restreint. Les 2 premières questions sont posées par Chloé et Théo. Ces 2 Ce questions. sont des questions courtes qui Courtes. appellent plutôt des réponses courtes également. Voilà. Merci. Donc, ma question est simplement, êtes-vous pour ou contre le droit de vote à 16 ans? Alors, je ne suis pas favorable au droit de vote à 16 ans, parce que les jeunes votent déjà très très peu à 18 ans. Et ce que je voudrais surtout, c'est lutter contre l'abstention des jeunes qui ont 18 ans, qui ont le droit de vote et qui ne votent pas. Et pour ça, ce que j'aimerais faire, c'est une grande consultation des jeunes, quand je serai élue présidente de la République, une consultation qui aura lieu au niveau des départements, au niveau des régions et au niveau national, sur les sujets qui les intéressent et qu'ils voudraient voir placés au cœur de ma présidence. Parce que je pense que si on les associe dès le début, si on les consulte, à ce moment-là, les jeunes se sentiront mobilisés et intéressés aux résultats de ma politique. Ce sera une consultation exclusivement pour les jeunes. Je vous ai bien suivi. Hein, c'est Consultation pour les jeunes, ça pour les moins de 25 Et ans. s'ils se, et 18-25 ans. Et s'ils se prononçaient pour le vote en faveur à partir de 16 ans, qu'est-ce que vous dites? Eh ben, je dirais qu'on l'examine. Alors moi, un autre projet, je veux faire un référendum d'initiative populaire. Vous savez que je suis du parti du général de Gaulle. Alors le parti du général de Gaulle, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais le général de Gaulle a voulu, dans la Constitution de la France, qu'il y ait des référendums. Et aujourd'hui, le référendum, il est de l'initiative du président de la République. Il peut aussi être d'initiative partagée avec des parlementaires qui le demandent. Moi, je voudrais qu'on puisse faire un vrai référendum d'initiative populaire qui puisse partir
de la population. Alors, il faudrait se mettre d'accord sur combien de personnes doivent le demander. Et ensuite, s'il remplit les conditions qui sont fixées par le Parlement, eh bien, à ce moment-là, ça pourrait devenir une loi présentée au Parlement. Comme ça, les jeunes pourraient, dans le cadre de ce référendum d'initiative populaire, présenter des projets qui leur tiennent à cœur. Théo. Pour une deuxième question courte. Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Théo Ferré, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée Jean Monnet de Mortagne-Perche dans l'Orne. Donc ma question c'est, êtes-vous pour ou contre la gratuité des transports pour les moins de 25 ans? Alors, je ne suis pas favorable à la gratuité des transports et je vous explique pourquoi. C'est parce que les transports, ça coûte de l'argent. Et le problème, c'est que quand on ne paye pas, ben, on n'est pas vraiment très intéressé aux résultats, on n'est pas vraiment très intéressé à la qualité. Moi, j'ai beaucoup trop de personnes qui, dans les transports en commun dans ma région d'Île-de-France, dégradent, abîment, cassent, taguent, graffitent. Ça, c'est pas bien. Donc, ce que je veux, c'est qu'il y ait toujours un petit prix qui soit payé. Alors, en Île-de-France, vous le savez, c'est moins d'1 € par jour pour les jeunes. 330 € le pass imaginaire, moins d'1 € par jour pour faire tout le tour de l'Île-de-France avec 1 € par jour. Donc je suis pour des petits prix, mais je suis pour un prix, parce que ça vous fait participer. Et quand on participe, eh bien, on sait que ça coûte de l'argent, on sait que ça a du prix. Et moi, je n'aime pas trop les choses toutes gratuites pour les jeunes, parce que je trouve que c'est un peu la facilité. C'est vous dire que tout est gratuit, mais dans la vie, tout n'est pas gratuit. J'ai quand même une petite précision. Vous dites, quand c'est payant, on ne dégrade pas, mais aujourd'hui c'est payant et c'est dégradé. Non, mais on dégrade moins. Non. On dégrade moins quand on sait que ça coûte quelque chose. Et on dégrade quand vraiment, tous les transports qui sont gratuits dans le monde s'abîment, sont souvent plus abîmés. Alors, ce n'est pas une généralité, hein, mais le sujet philosophique pour moi, c'est que ça a un coût, et je pense qu'il faut une petite participation quand ça a un Montrer coût. que ça a de la valeur. Et par ailleurs, si c'était totalement gratuit, bah, ça aurait un effet d'éviction sur le vélo. Parce qu'aujourd'hui, et sur la marche à pied. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on prend un peu moins les transports? Alors les jeunes, ils ont souvent des passes mensuelles, donc ils ont en général un abonnement. Mais si on fait les transports tout gratuits dans des grandes villes, eh bien, les gens marcheront moins et les gens feront moins de vélo. Or, le vélo et la marche, c'est bon pour la santé. Donc, il ne faut pas forcément... La gratuité de transport, ce n'est pas forcément bon pour l'environnement et la santé. Allez, question suivante. Excusez-moi. Pardon, je t'en prie. Moi, je suis un élève rural. Donc là, vous proposez des solutions avec le vélo ou à pied. Mais moi, par exemple, j'ai 30 minutes pour aller de chez moi à mon lycée. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution par rapport à cela? Alors ça, des petits prix pour les transports scolaires, bien évidemment. Ça, c'est très important. Et c'est ce que je fais aussi dans ma région pour tous ceux qui habitent dans les territoires ruraux. Question Bien sûr, hein, suivante. il y a le rural et il y a l'urbain. C'est très différent en matière de transport. Ce n'est pas du tout la même chose. Allez, question suivante. Bonjour, je m'appelle Christiane, j'ai 20 ans. Je suis lauréate de l'Institut de l'engagement et engagée dans une association qui s'appelle Cité des chances, qui vise à démocratiser l'engagement citoyen chez les jeunes de quartiers populaires. Donc en ce sens, ma question, c'est de savoir comment comptez-vous améliorer la participation de tous les jeunes au débat démocratique. Et quand je dis tous les jeunes, je pense spécialement aux jeunes des quartiers populaires. Alors au débat démocratique ou à l'engagement civique au sens large? Parce qu'il y a déjà le service civique. En fait, l'idée, c'est de nous inclure dans le débat démocratique et de construire les politiques publiques qui nous concernent avec nous, au lieu de parler sur nous, sans nous, justement. Alors, justement, ce que je disais, c'est que je voulais faire des consultations des jeunes en arrivant, des consultations départementales, des consultations régionales et consultations nationales avec tous les jeunes qui pourraient être consultés sur les projets qui les concernent, le logement, l'école, la formation, l'emploi, les stages, tous les sujets, la santé, tous les sujets qui vous concernent, pour vous demander votre avis, vous demander comment vous verriez les choses, pour vous placer vraiment au cœur de la politique. Alors ça vaut pour les jeunes des quartiers, ça vaut aussi pour les jeunes des territoires ruraux qui de temps en temps se sentent pas non plus très écoutés parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont un peu dans leur village, un peu loin des yeux, loin du cœur. Donc il faut que tous les jeunes puissent s'exprimer. Et évidemment, ce sera une consultation numérique avec des contributions. Comme ça, vous pourrez faire entendre votre voix. Dans les villes, il y a de plus en plus de conseils de quartier et de conseils municipaux jeunes qui permettent aussi aux jeunes de faire entendre leur voix de manière, j'allais dire, un peu plus forte. Et puis pour l'engagement, mais je ne sais pas si c'est le sujet de la question, l'engagement, moi je voudrais augmenter de 50% le nombre de services civiques. Parce que je pense que c'est très important que les jeunes qui ont envie de s'engager
puissent le faire et puissent être rémunérés, prendre un temps pour le faire. Il y a beaucoup de pays qui encouragent l'engagement civique des jeunes. Moi, j'aimerais le faire aussi. Ce qu'on entend dans la question de Christiane, si je puis me permettre, c'est finalement, je ne me sens pas représentée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut imaginer une assemblée de jeunes qui débattrait, qui vous donnerait des idées sur des mesures que vous pourriez porter? Alors c'est vrai que dans les conseils régionaux, dans les régions, il y a des conseils régionaux jeunes. Et effectivement, on a en fait autant de conseillers régionaux que de conseillers régionaux jeunes. Et les conseillers régionaux jeunes, moi je leur demande de me proposer des délibérations, des idées. C'est comme ça qu'est né le projet de faire des distributeurs de protection périodique gratuite pour toutes les filles dans tous les lycées d'Île-de-France. On a installé des distributeurs dans tous les lycées d'Île-de-France. Je crois qu'on a été vraiment la première collectivité à le faire. Et c'est une idée qui est venue du Conseil régional des jeunes. De la même façon, c'est les jeunes qui ont aussi imaginé de faire des stages de troisième spécial JO, Jeux olympiques, pour former les jeunes au métier du sport, au métier de l'accueil, parce qu'on va avoir les Jeux olympiques en 2024, vous allez être la génération 2024. Et l'idée, c'était d'associer plus les élèves de troisième à cette formidable opportunité de devenir une nation sportive. Donc, quels sont les métiers du sport, quels sont les métiers du tourisme, quels sont les métiers de l'accueil, tous les métiers qui vont être mobilisés pour les JO et qui peuvent être utiles pour vous à connaître, puisque vous allez peut-être vous orienter vers ces métiers d'ici 2024. Donc, on a essayé de travailler avec ce Conseil régional jeune. Imaginez une Assemblée nationale jeune, c'est plus osé. Ça, j'y avais pas pensé, mais je trouve que l'idée est intéressante. Simplement, après, ça va être difficile pour vous d'élire votre député jeune dans vos circonscriptions. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le faire. Mais en tout cas, l'idée est intéressante. Elle va faire son chemin. Il y a déjà un Parlement des enfants, vous savez, qui siège tous les ans, où les élèves, je crois que c'est les élèves de CM2, qui veulent concourir, délèguent, gagnent des concours. Et dans chaque département, il y en a un ou deux qui viennent à l'Assemblée nationale jouer le rôle des députés pour apprendre comment ça fonctionne. Mais je retiens l'idée, je vais la faire prospérer. Voilà. C'est une bonne idée. Voilà, Karine, qui devient conseillère de Valérie Pécresse. Bah oui. Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise proposition. Il n'y a pas de mauvaise rencontre. Vous avez bien raison. Il se passe quelque chose. Christelle. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 16 ans. Je fais partie de l'association Campus. Et ma question est, si vous avez une mesure prioritaire à mettre en place concernant l'égalité homme-femme, laquelle serait-elle? Alors, concernant l'égalité homme-femme... Une mesure. Une seule. Prioritaire, oui. La prioritaire, c'est l'égalité des salaires. C'est l'égalité des salaires, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a encore trop d'inégalités salariales. Alors, c'est plus subtil qu'avant. Avant, c'était vraiment à poste égal, on avait vraiment des grosses différences. Aujourd'hui, il y en a encore, mais c'est plus subtil. On vous explique que c'est parce que vous venez pas du même endroit, donc les femmes viennent souvent du social, donc elles étaient moins payées avant, les hommes viennent souvent de la finance, donc ils étaient mieux payés avant, donc c'est normal que les rémunérations soient pas tout à fait les mêmes. Enfin, on trouve des excuses. Et puis, il y a des métiers qui sont plus féminins. Comme par hasard, les métiers qui sont plus féminins, les salaires sont plus bas. Mais c'est toutes des femmes, alors elles sont toutes payées pareil, vous voyez. Donc il y a des sujets d'inégalité salariale qu'il faut en creuse, parce que c'est pas normal que les métiers féminins soient moins bien payés que les métiers masculins, et qu'à poste égal. Alors moi, comment est-ce qu'on fait? Voilà, parce que ça c'est votre objectif, et quelle est la mesure? Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on en parle depuis la loi Yvette Roudy de 1982. Et absolument, mais il y a des choses qui ont été faites quand même. Maintenant, les entreprises sont obligées de publier leurs rémunérations, elles sont obligées de faire de prouver quand même, elles peuvent être attaquées aussi par des organisations syndicales, des salariés, si jamais on prouve qu'il y a des inégalités. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, j'ai fait quelque chose de très innovant, toujours dans ma région, et qu'on pourrait faire dans les entreprises, mais aussi dans les administrations. C'est vraiment des chemins de rattrapage salarial pour les femmes qui n'ont pas eu les mêmes carrières que les hommes et qui arrivent dans des postes avec des collègues masculins, faire des rattrapages salariaux. Alors ça coûte un peu d'argent et ça veut dire qu'on promeut les femmes un peu plus vite que les hommes. Mais c'est, à mon avis, une première piste. Et la deuxième piste, c'est que je veux créer un observatoire national des salaires.
parce que je veux que les salaires augmentent. Dans mon mandat, je veux que tous les salaires augmentent de 10%, parce que je considère que le travail n'est pas assez payé en France et qu'on a des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a trop de Français qui comptent à l'euro près à la fin du mois en travaillant, trop de travailleurs pauvres. Donc je veux que les salaires augmentent. Et pour ça, je vais faire un observatoire des salaires. Et dans l'observatoire des salaires, on aura les différents métiers. Et donc on s'apercevra qu'il y a certains métiers dans lesquels on est moins bien payé. On s'apercevra que ce sont des métiers qui sont des métiers féminins. Et là, on pourra améliorer les choses. Je donne un exemple. Les aides à domicile. Les aides à domicile qui vont chez les personnes âgées, par exemple, tous les services d'aide à domicile, sont très peu payés parce qu'ils sont remboursés avec des prix, des tarifs qui sont des tarifs administrés. Eh bien, moi, je crois qu'il faut que ces tarifs augmentent pour qu'on puisse les rémunérer mieux. C'est souvent des métiers qui sont très, très féminisés. On avance avec Rémi Carr. Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Rémi Carr, j'ai 23 ans, je suis étudiante à Sciences Po et je fais partie de l'association Télémac. Ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Êtes-vous pour ou contre la réparation de l'esclavage et de la colonisation des pays africains à travers des bourses d'études pour la jeunesse africaine et la jeunesse afrodescendante? Et j'aimerais également cette question Haïti, qui, comme vous le savez, est un pays qui a payé une dette d'indépendance à la France pendant des années, ce qui a eu énormément de conséquences sur ses perspectives de développement et donc sur les opportunités qui sont disponibles pour la jeunesse haïtienne. Valérie Pécresse. Alors, chère mademoiselle, moi, je n'aime pas la façon dont vous le demandez. J'aime pas qu'on dise qu'on a une dette qu'on doit payer. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille qu'on regarde nos relations avec le continent africain et avec Haïti. Parce que je crois qu'on est des pays frères aujourd'hui et qu'on est... Voilà, on doit nouer des partenariats qui sont des partenariats d'amitié, pas des partenariats de ressentiment, pas des partenariats où on est encore dans la mémoire blessée des ancêtres, mais des partenariats où on construit l'avenir. Vous êtes la nouvelle génération, vous allez construire l'avenir. Oublions un peu le passé, regardons devant. Moi, je suis prête. Je pense qu'il faut évidemment connaître son histoire et je pense qu'il faut apprendre son histoire et connaître toute la vérité historique. Là-dessus, je n'ai pas de sujet. Mais j'aime pas la façon dont vous le présentez. Ce que je pense, c'est que oui, la France a un destin lié avec le continent africain. Et oui, il faut qu'on aide la jeunesse d'Afrique et la jeunesse de Haïti, les jeunesses francophones à venir étudier chez nous. Et oui, il faut qu'il y ait beaucoup plus de bourses, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'aide au développement, de co-développement, c'est-à-dire faire ça ensemble. Mais vraiment, je vous le dis avec beaucoup voilà, je sais pas comment le dire, mais de tristesse. Je veux pas que ce soit parce qu'on a une dette qu'on le fait. Je veux qu'on le fasse parce qu'on a envie de faire ensemble et qu'on a envie de construire ensemble l'avenir de l'Afrique et l'avenir de la France. Pécresse, juste une question. Emmanuel Macron, en candidat, donc à peu près dans votre situation, il y a 5 ans, avait évoqué un crime contre l'humanité pour évoquer la colonisation. Est-ce que c'est un terme que vous prenez à votre compte? Non, ce n'est pas un terme que je reprends à mon compte. Je pense que les populations qui ont vécu la colonisation l'ont vécu effectivement comme un asservissement. Mais je pense que les Français qui eux-mêmes vivaient dans les colonies, eux, n'avaient pas du tout conscience de ça. Il y avait dedans des infirmières, il y avait dedans des enseignants, il y avait dedans des honnêtes gens aussi qui se retrouvent aujourd'hui, à cause de cette expression, accusés d'un crime qu'ils n'ont pas, enfin que leurs ancêtres, puisque c'est leurs ancêtres, que leurs ancêtres n'ont pas commis. Donc je ne veux pas qu'on blesse les mémoires avec des phrases qui sont trop dures. Autant je vous dis, je pense que c'était vécu et c'était un asservissement pour les populations, mais je ne pense pas que les personnes qui, elles, habitaient dans ces territoires, les Français qui habitaient dans ces territoires, venaient tous pour asservir. Je pense que certains d'entre eux venaient vraiment avec un idéal différent. Et d'ailleurs, c'était l'idéal de la gauche à l'époque de la colonisation. Au départ, c'est un grand projet de gauche. Alors après, évidemment, ça a été dévoyé et ça a donné ce que ça a donné. Mais je suis pour l'autodétermination des peuples et voilà. Donc, pour la décolonisation. Pierre vous pose la question suivante. Bonjour Madame Pécresse, je suis Pierre Kidzier, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'Université de technologie de Compiègne et j'ai grandi dans le village d'Hilbesheim en Moselle. Je vous adresse la question en tant que représentant de Coexister, l'association interconvictionnelle des jeunes. Ma question est la suivante. Seriez-vous favorable à un enseignement neutre et laïque du fait religieux? C'est-à-dire développer un socle de connaissances communes, de culture générale sur le fait religieux pour lutter contre les discriminations et le repli sur soi communautaire. Mais vous voudriez le mettre à quel niveau?
Eh À bien, l'école? en primaire, il pourrait y avoir un simple éveil, mais ce serait surtout au collège et au lycée, où il y aurait, avec nos enseignants, notamment d'histoire-géographie, enseignement civique et moral, un vrai socle de connaissances, de culture générale sur le fait religieux. Mais c'est pas déjà un peu le cas? Parce qu'il me semble que dans les livres d'histoire-géographie, on étudie les grandes religions et les grands mouvements historiques. Alors aujourd'hui, je peux regarder autour de moi les jeunes qui étaient à l'école, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas grand-chose finalement sur les faits religieux. On a des petits éléments, mais l'idée ce serait vraiment de développer un socle de connaissances de culture générale sur l'histoire de certaines religions, de leur arrivée, qui permettent de se forger un esprit critique, également de pouvoir réfléchir à sa propre rapport à sa conviction, si on en a une, et quelque chose qui soit un peu plus poussé pour mieux connaître et notamment lutter contre des préjugés qui sont aujourd'hui assez présents sur le fait religieux, quelque chose qui est tabou et quelque chose que nous, à coexister, on combat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les livres d'histoire, on étudie la naissance des grandes religions et il faut les étudier. Il faut étudier les grandes religions. Il faut que les élèves connaissent le fait religieux, ce que vous appelez le fait religieux, c'est-à-dire en fait l'histoire des croyances. Parce qu'il y a les religions, mais il y a aussi la laïcité. Et là aussi, la laïcité, c'est un bien commun français qu'il faut qu'on enseigne aux jeunes. Donc tout ça, ça doit, à mon avis, faire partir de cours d'histoire. Après, savoir si il faut rentrer dans des choses plus pointues, plus profondes sur la notion même de religion, je ne sais pas. Il faut en discuter avec les enseignants. Je ne suis pas sûre qu'ils seraient très à l'aise avec ce type d'enseignement, parce que après, ça relève un peu de l'intime, les croyances. Donc c'est un peu difficile peut-être. Enfin, je sais pas. Je pense que ça doit être dans les livres d'histoire et ça doit être l'histoire, effectivement, des grandes religions, les connaître, apprendre à les connaître, savoir ce qu'il y a derrière, quels sont les moteurs, essayer de dépassionner les débats, de les rendre plus j'allais dire, qu'elles fassent moins peur, qu'on se connaisse mieux. Mais faire un enseignement du fait religieux, je ne suis pas certaine que ce soit nécessaire. Parce que voilà, je pense qu'on a déjà tellement de choses à apprendre. Je précise que c'est effectivement quelques heures d'enseignement en 5e. Donc c'est un peu loin peut-être pour vous, mais il y a quelques heures en 5e. D'enseignement du fait religieux, c'est ça. Hein. Oui. Il y a déjà, Les il me trois semblait grandes bien que religions j'avais du vu. livre. Il me Oui. semblait bien que j'avais vu quelque chose. Et puis il y a surtout la laïcité, qui est notre ciment. Et là, pour le coup, qui doit être vraiment enseigné, parce que c'est l'idée que, quelles que soient nos croyances, croire, pas croire, eh bien, on doit avoir des espaces de neutralité dans lesquels, voilà, la religion se fait discrète, elle est même absente, et où on parle de choses sans que la religion soit présente. Allez, Inès, pour avancer. Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Inès Ben Saïd, j'ai 23 ans et je suis étudiante. J'ai eu la chance d'avoir été suivie pendant 5 ans par une association qui s'appelle Télémac, où j'ai eu une mentor qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, j'ai cette question pour vous. Que pensez-vous du droit au mentorat pour tous les jeunes ? Alors j'y suis très favorable. J'ai d'ailleurs mis en place dans mes lycées des applications qui permettent de jumeler par Internet des élèves de terminale et des élèves de seconde dans un lycée pour que chaque élève de terminale puisse tutorer un élève de seconde, ce qui a pu être très très utile pendant le confinement pour les lycées qui le pratiquaient. Donc moi je suis très favorable au tutorat. J'ai aussi, quand j'étais ministre des universités, j'ai aussi créé ce qu'on appelait les cordées de la réussite. Les cordées de la réussite, c'était des jeunes étudiants qui venaient dans les lycées, notamment les lycées de quartiers populaires, mais aussi les lycées ruraux, et qui venaient pour briser le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est-à-dire une grande école, c'est pas pour moi, une université, c'est pas pour moi, un bac+2, c'est déjà bien, et puis c'est plus sûr, et puis il y a un emploi derrière, qu'est-ce que je vais aller faire dans des études longues. Donc l'idée, c'était vraiment de dire, non, vous pouvez aussi oser des études longues, vous pouvez aussi oser des filières. Donc c'était les cordées de la réussite, et c'était, dès la 3e, emmener des jeunes, les emmener, leur briser les barrières culturelles, les emmener aussi faire de la culture. Donc oui, je suis très favorable au mentorat, mais je suis favorable aussi à autre chose, parce qu'il y a une énorme inégalité à l'école entre les parents qui ont de quoi payer les petits cours de soutien à leurs enfants et les parents qui n'ont pas les moyens. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est faire ce que j'appelle une réserve éducative nationale. Alors une réserve éducative nationale, c'est quoi ? C'est demander à des étudiants, demander à des jeunes professionnels, demander à des professeurs retraités de participer, de donner des heures pour pouvoir faire du soutien scolaire. Et venir faire du soutien scolaire aux primaires, gratuit pour les familles qui n'ont pas les moyens, dans les écoles, directement dans les écoles. Et garantir aux familles qui le demanderaient un soutien scolaire dans les écoles, que les enfants rentrent devoirs faits à la maison.
vraiment devoir faire. Alors il y a déjà des professeurs qui le font avec des heures supplémentaires, mais les heures supplémentaires ne sont pas extensives. Donc il faut aussi parfois avoir du cours de soutien individuel, pas forcément en petits groupes. Donc moi je crois qu'il faut qu'on mobilise toute la nation. Et ils sont pour payés que ils sont payés ceux qui font les profs à la retraite, les étudiants. la réserve éducative serait payée. D'accord. Par l'éducation nationale. Serait payée par l'éducation nationale. Alors, Aujourd'hui, j'ai mis ça en place aussi dans ma région. La question suivante est posée par Gazal. Ce sera une question vidéo. Et Gazal appartient à l'association des personnes de petite taille. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Gazal, j'ai 23 ans, je vis à Paris. Et ma question pour vous est la suivante. J'ai passé mon permis de conduire à l'âge de 18 ans et je ne suis toujours pas en mesure de pouvoir me payer un véhicule car les frais d'aménagement sont extrêmement élevés. Et les transports en commun n'étant pas aménagés, je dois me payer le taxi tous les jours pour pouvoir me déplacer. Et vous qui êtes aux responsabilités depuis maintenant des années, trouvez-vous cette situation normale et que proposez-vous pour que cela change ? Alors non, je ne trouve pas ça normal, d'autant plus que je me suis beaucoup engagée dans l'accessibilité des transports en commun, mais c'est un travail très 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 long parce que les transports en commun, ils n'ont pas été faits pour être accessibles tout type de handicap, donc ça prend du temps de les changer. Et puis, je me suis aussi engagée pour faire en sorte qu'il y ait des transports adaptés pour les jeunes en situation de handicap qui doivent aller se former. Et qui soit très très peu cher pour les familles. Donc ça on l'a déjà fait. Ça résout pas toutes les situations, ça résout pas la situation de Gazal. Je sais pas comment est-ce qu'on peut la résoudre objectivement parce que il faudrait en fait qu'elle puisse avoir un prêt pour pouvoir aménager sa voiture. C'est ça qui serait, à mon avis, la meilleure solution. Parce que je ne sais pas dans quelle ville elle vit, donc c'est difficile pour moi de lui répondre plus précisément. À Paris, elle a dit. À Paris. Elle vit à Paris. Alors Dans votre à Paris, tous les bus, normalement, sont accessibles. Tous les bus de surface et le tramway. Mais effectivement, si elle veut prendre le métro, c'est encore difficile. Adam, pardonne-moi. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 22 ans, je suis réfugié syrien et j'habite à Lille. Et je fais partie de l'Académie de la participation de réfugiés qui vise à favoriser la participation des personnes réfugiées dans les politiques qui les concernent. Madame Pécresse, aujourd'hui, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit au travail en France. Ils dépendent entièrement des aides de l'État pendant toute la procédure, alors que même ils ont des compétences et même ils seraient capables pour travailler. Et une fois présidente, est-ce que vous seriez prête à accorder le droit de travail aux personnes, aux demandeurs d'asile, de la réception de leurs demandes ? Alors moi, ce que je voudrais surtout, c'est que les demandes soient traitées dans le délai d'1 mois. Donc ça changerait tout. Si les demandes d'asile étaient traitées dans le délai d'1 mois, à ce moment-là, vous pourriez travailler tout de suite, parce que vous seriez tout de suite avec vos papiers et tout de suite avec le permis de travail. Aujourd'hui, c'est juste pas possible la situation. Avoir des mois à attendre en étant entre deux, des années, parfois même des années, avec les recours, sans pouvoir travailler, c'est pas une situation. Mais ça veut dire qu'il faut remettre beaucoup d'efficacité dans le système, parce que le système, il est plus du tout efficace. Il est complètement embolisé. Il y a 100 000 demandes par an et on n'arrive pas à les traiter suffisamment rapidement. Et donc comment vous faites pour que... Alors comment je fais déjà, moi, ce que mois je voudrais, c'est que la plus grande partie des demandeurs d'asile puissent demander l'asile dès qu'ils franchissent. Alors en Syrie, il n'y a pas d'ambassade française, mais dès que vous franchissez une frontière, que vous puissiez aller demander l'asile, par exemple, dans le pays suivant sur votre chemin, sur votre route. Donc en fait, les demandes d'asile, elles soient faites avant qu'on arrive en France. Ça, c'est pour accélérer le système ou juste pour empêcher c'est pour que accélérer le système, parce que du coup, ça pourrait être traité dans les ambassades des pays tiers. Et par exemple, on saurait que monsieur vient de Syrie, et qu'en Syrie, c'est la guerre, et que donc il est présumé persécuté, et il pourrait avoir beaucoup plus rapidement son titre. Et en revanche, une personne qui est demandeur d'asile et qui vient d'un pays qu'on considère comme sûr, c'est-à-dire qui n'est pas en guerre, dans lequel il n'y a pas de persécution, lui, il aurait sa demande qui serait traitée un peu après, notamment par l'administration française. Mais ça permettrait d'aller beaucoup plus vite sur les cas, notamment les cas de conflit, les cas de guerre, quand il y a vraiment une migration importante de personnes qui sont persécutées, qui sont en danger et qu'il faut protéger très rapidement. Adam, comment vous entendez ça, vous ? Vous en pensez quoi de cette proposition de demander l'asile dans le pays dans lequel vous entrez en premier ?
dans l'ambassade, en fait, dans l'ambassade de France à l'étranger, dès que vous envoyez une, vous pouvez demander tout de suite pour pouvoir accélérer encore les procédures. Je pense que ça peut être utile, mais la majorité de demandeurs d'asile, je ne pense pas qu'ils viennent forcément des pays qui sont en situation de conflit. Et, par exemple, il y a plusieurs pays où il y a des minorités qui sont en danger et qui demandent de l'asile. Et ce n'est pas forcément un pays qui est en conflit. Alors ça aussi, ça c'est, j'allais dire, presque plus simple. Si vous êtes dans un pays où vous êtes une minorité persécutée dans le pays, alors vous pouvez aller demander l'asile à l'ambassade de France du pays, puisqu'il n'y a pas de zone de guerre, l'ambassade de France est ouverte, vous pouvez déjà demander l'asile de chez vous. Et donc ça rend encore plus, ça peut être encore plus facile et encore plus rapide. Alors on avance avec... Et l'ambassade sait que vous êtes membre de cette minorité persécutée, donc elle peut aussi vous donner le titre d'asile plus vite. C'est un nouveau système complet à mettre en place, mais je pense que ça permettrait d'aller plus vite et de traiter mieux les demandes. Ça vous permet de refuser certains étrangers dont vous considérez qu'ils n'ont pas à venir jusqu'en France aussi, ça. Ça permet aussi aux faux demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas persécutés chez eux, de ne pas avoir leurs papiers, effectivement, parce que l'ambassade dira vous n'êtes pas une minorité persécutée, vous n'êtes pas persécuté dans votre pays. Ce sont de vrais demandeurs d'asile. Vous dites des faux demandeurs d'asile, ce sont des vrais demandeurs d'asile, mais qui n'en ont pas le droit selon vous. Des demandeurs d'asile, des demandeurs d'asile qui veulent détourner la loi française pour pouvoir avoir des papiers en disant qu'ils sont persécutés alors qu'ils ne le sont pas. Donc ça s'appelle les faux demandeurs d'asile. C'est plus à la France de gérer l'expulsion de ces étrangers, qui est toujours une question très difficile. Et du coup, si on généralise les demandes dans les ambassades, il y aura moins d'expulsions forcément, puisque les demandes auront été faites avant qu'on vienne en France. D'accord, c'est clair. Clotilde. Bonjour, je m'appelle Clotilde, j'ai 25 ans, j'habite à Paris et je suis originaire de la Lorraine. Et moi, je voulais savoir si vous êtes plutôt favorable, pour ou contre, le droit à l'euthanasie. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'on met derrière ce terme. Moi, ce à quoi je suis très favorable, c'est une loi qui a été votée et qui n'est pas du tout appliquée, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose la sédation terminale. La sédation terminale, c'est quand vous souffrez et que vous êtes en fin de vie, c'est demander à ce qu'on vous endorme. Voilà. Et cette sédation terminale, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que 30% des Français qui y ont droit, parce que cette loi Claes-Leonetti, elle n'est pas suffisamment connue, pas suffisamment appliquée. Il n'y a pas assez de centres de ce qu'on appelle soins palliatifs. Voilà. Et si vous habitez en plus à la campagne, loin des villes, ou si vous habitez dans un quartier populaire, et bien finalement vous n'y avez pas accès. Donc moi, ce que je veux déjà, en premier, c'est que cette loi sur la sédation terminale, qui permettrait dans 90% des cas aux Français de partir sans souffrir, de partir doucement, et surtout si on va jusqu'au bout, de partir chez eux et pas à l'hôpital, parce qu'on pourrait aussi imaginer que ces soins palliatifs, on les amène à domicile, ça commence à se faire dans certains territoires, donc pouvoir avoir cette fin douce, qui est aujourd'hui dans la loi, et c'est totalement inégalitaire, elle n'est pas appliquée pour tous, elle est appliquée que pour un certain nombre de personnes privilégiées. Donc je voudrais déjà commencer par ça. Ensuite, il y a la question de l'assistance au suicide. Là, je suis beaucoup plus réservée parce que j'ai du mal à m'imaginer, à imaginer un État aidant au suicide des personnes. Mais c'est un débat qui est très intime et c'est un débat qui a sa place, a toute sa place dans la société. Aurélien. Bonjour, je m'appelle Aurélien. J'ai 21 ans et je suis d'originaire de Metz. Je suis un ancien militaire au sein de l'armée de terre. Et actuellement, je suis en service civique à l'association AFEV et également mentor. Ma question est la suivante, elle concerne la retraite. Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui auront une retraite un jour ou est-ce qu'on doit déjà commencer à mettre notre argent de côté? Bonne question. Non, je pense que les jeunes d'aujourd'hui auront une retraite un jour. Je pense qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, mais c'est parce que vous allez vivre plus longtemps. Et par ailleurs, moi, ce que je souhaite pour la retraite, c'est je voudrais que les fonctions bénévoles, par exemple, vous savez, il y a beaucoup de bénévoles dans le monde du sport.
qui font vivre toutes les associations sportives. Eh bien, je pense que quand on a été pendant 10 ans bénévole dans du tissu associatif, on devrait pouvoir avoir des bonifications de retraite. Parce que je voudrais que l'engagement soit récompensé dans la société. Et je voudrais que ça permette d'avoir des droits supplémentaires à la retraite. Voilà. Soyez un petit peu plus précis. Oui, Aurélien a 21 ans. Ouais. Il partira à la retraite à quel âge? Voilà. Ah, ben ça, je ne peux pas le dire. Ce sera le président de la République dans 40 ans qui le lui dira. Non, mais vous, présidente, Valérie Pécresse, s'il y a des ajustements à faire en matière de retraite, vous souhaitez faire lesquels? Aujourd'hui, il va falloir qu'on aligne le départ à la retraite des Français sur les autres pays européens. Donc, c'est 65 ans en 2030, avec évidemment la prise en compte de toutes les carrières longues, des métiers pénibles, et puis avec les financements qu'on aura. D'abord, ça permettra de remettre à niveau les retraites parce qu'elles ont pas mal baissé pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais surtout, ça permettra aussi de faire en sorte que quand on part à la retraite et qu'on a cotisé toute sa vie, on parte au moins avec le SMIC. Parce que je trouve que c'est indigne une société, là je parle devant les jeunes, mais c'est indigne une société dans laquelle on doit s'inquiéter quand on devient âgé de sa fin de vie. Il y a un nombre d'annuités minimales ou pas? Écoutez, pour l'instant, tout n'est pas défini parce que moi, je suis pour le dialogue social. Donc, je négocie avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, et c'est avec eux qu'on va décider de tous les détails de la réforme. Mais je dis d'ores et déjà 65 ans, pourquoi? Parce que si je ne dis pas la vérité, vous m'en voudrez le jour où je serai élue. Donc, je dis la vérité. Je dis, il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Et vous savez, l'Allemagne et l'Espagne, ils feront la retraite à 67 ans bientôt, hein. Ils sont en train de changer leurs réformes. Donc nous aussi, il va falloir qu'on bouge aussi. Soélia. Valérie Pécresse, bonjour. Je me présente, je m'appelle Soéla, j'ai 19 ans. Je suis en service civique actuellement à l'association AFEV et je viens de Lyon. Et ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Que proposez-vous pour revaloriser les filières technologiques et professionnelles et faire en sorte qu'elles soient moins stigmatisées ? Alors, on va avoir énormément besoin des filières technologiques et professionnelles dans les années qui viennent parce que tous les métiers de ces filières sont extrêmement en tension. On cherche à recruter énormément. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais transférer les lycées professionnels aux régions. Et je voudrais que 100% de ces filières professionnelles puissent être faites en alternance. Parce que je crois que c'est très attractif pour les jeunes. Parce qu'on du coup, on gagne un salaire, du coup, on rencontre un univers qui est l'univers professionnel. Et si on va vers l'enseignement professionnel, c'est pour aller dans un univers professionnel. C'est pas pour avoir des cours techniques contre des cours généraux. C'est parce qu'on a envie de se frotter à la vraie vie. Et en plus, se frotter à la vraie vie, c'est ouvrir sur d'autres horizons, c'est rencontrer d'autres personnes. Donc moi, je veux vraiment faire ça. Et je veux que l'orientation, dès le collège, elle soit confiée toujours aux régions et au monde de l'entreprise dans les territoires. Pourquoi? Parce que là aussi, dans chacun des territoires que vous habitez, il y a des entreprises qui sont très intéressantes. Il y a des métiers qui sont très intéressants. Il y a des professionnels qui vont vous apprendre des choses. Et comme vous croyez au mentorat, je crois aussi à la notion de compagnonnage. Je crois qu'on apprend avec des gens qui vous enseignent. Et donc, je veux aussi développer l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, ce n'est pas au lycée professionnel, c'est dans les CFA. L'apprentissage, je défiscaliserai complètement les charges des entrepreneurs qui prennent des apprentis pour qu'ils en prennent plus, parce que je crois que c'est une très bonne voie de formation. Valérie Pécresse, quand même, je voudrais un peu préciser la question, parce qu'il y a un mot que vous n'avez pas bien utilisé, c'est stigmatiser. Ce qu'elle est en train de nous dire, vous dites, ils ont envie de faire des formations professionnelles. On connaît plein d'élèves qui, malheureusement, se retrouvent là parce qu'ils n'ont pas été pris dans d'autres sections. Comment faites-vous pour rendre ces formations moins stigmatisées par l'ensemble de la société? Mais elles ne le sont pas toutes. Elles le sont pas toutes. Il y a des formations qui sont des formations extraordinairement de vocation. Je pense aux formations, par exemple, pour les métiers de bouche. Aujourd'hui, on a des jeunes hyper motivés pour y aller. Donc, on ne peut pas dire que toutes les formations professionnelles sont stigmatisantes. Alors, pour celles qui le sont, il y en a qui le sont ou qui sont vécues comme telles. Mais la vérité, c'est que si on voit des personnes qui font le métier, à ce moment-là, on se rend compte que c'est un vrai métier. On se rend compte que derrière, on peut devenir chef d'entreprise. On se rend compte qu'on peut être à son compte, qu'on peut être libre, qu'il y a un avenir. Donc je pense que
la déstigmatisation, comme vous le dites, ou l'envie, parce que moi j'appelle ça plutôt la vocation, l'envie, elle viendra en connaissant les métiers. L'autre jour, j'étais avec un jeune de la FEV aussi, qui a été pris en charge par la FEV, et lui, pareil, il était en échec scolaire complet, et la FEV l'a fait venir et l'a placé justement en stage dans une entreprise, et ça a été la révélation. Il s'est complètement pris d'intérêt, c'était une entreprise textile, vous voyez, il s'est complètement pris d'intérêt pour le produit textile, et il est devenu fou de ça, et il est reparti ensuite faire une formation professionnelle textile. Je crois qu'en fait, si on veut déstigmatiser, il faut montrer les métiers qu'il y a derrière, l'amour d'un métier bien fait, parce que là, ça change complètement le regard. Et puis, j'ajoute que, évidemment, l'orientation étant faite par les régions, ce sera un peu différent de quand c'est fait par des enseignants, parce que les enseignants, pour eux, le but, c'est quand même d'aller dans le général le plus souvent. Donc, ils ont tendance à dire, bon, si vous ne pouvez pas aller dans le général, il faut aller dans le professionnel. C'est pas la bonne méthode. C'est quel métier avez-vous envie de faire, avec des vrais questionnements sur quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous aimez, et comme ça on vous oriente vers la bonne filière. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Dernier sujet, le numérique. On va avoir besoin d'1 million de talents d'ici 2030 dans les métiers du numérique. 1 million de talents à tous les niveaux du numérique, si on veut j'allais dire, relever les défis du monde de demain qui sera totalement numérique. Donc, évidemment, maintenant, il y a le codage au collège, mais moi, ce que je propose, c'est qu'en seconde, on fasse un grand rendez-vous du numérique et qu'on réunisse les jeunes qui sortent du collège, qu'on voit ceux qui ont vraiment le talent pour le numérique, et qu'on tout de suite on leur dise, bon ben voilà, il va y avoir des tas de formations pour vous dans les métiers du numérique, professionnel, général, spé numérique, école d'ingénieur, BTS, il y aura plein de formations, mais on va vous emmener dans ces métiers, parce qu'il va falloir trouver 1 million de jeunes, donc on a sacrément intérêt à aller les chercher. Allez, on parle de la planète et du climat avec Victor. Merci à vous. Bonjour Madame Pécresse, je m'appelle Victor, j'ai 21 ans, je suis activiste pour le climat et le vivant en général, pour On est prêt. Aujourd'hui, on va parler des limites planétaires. On a dépassé 5 des 9 limites planétaires. Donc les limites planétaires, c'est des limites physiques que les scientifiques ont définies pour montrer que la manière dont on vit aujourd'hui n'est pas durable. Parmi ces 5 limites planétaires, on a le dérèglement climatique, on a aussi l'usage des sols, l'érosion de la biodiversité, mais aussi les cycles de l'azote et du phosphore. Non, on n'a pas dépassé encore celui de l'eau. Et notamment la pollution chimique qui a été confirmée il y a un peu plus d'un mois. Donc moins de points pour France Inter avec les bouteilles en plastique. Mais Yannick Jadot nous a déjà expliqué ça tout à l'heure. Allez-y, question. Ma question, c'est face à ça, quelle est pour vous la mesure ou l'ensemble de mesures les plus importantes pour faire face à la crise climatique, et je rajouterai écologique également, parce que c'est intrinsèque. Alors, pour faire face à la crise climatique, l'objectif, c'est zéro carbone 2050, et c'est la trajectoire pour y arriver. Et aujourd'hui, on n'est clairement pas sur la bonne trajectoire. Donc, il faut faire un gros effort pour se remettre sur la trajectoire zéro carbone 2050. Ça, c'est celle de l'urgence climatique. Mais plus que une mesure, parce qu'en matière d'écologie, il n'y a pas une mesure, il y a une palette de comportements à changer. Donc, plus qu'une mesure, moi, c'est une méthode que je vous propose en matière écologique. Une méthode qui consiste à faire comment? À mettre autour de la table. On l'avait fait il y a 10 ans avec Nicolas Sarkozy, ça s'appelait le Grenelle de l'environnement. On avait réuni tout le monde, les entreprises, les associations, les agriculteurs, les spécialistes du bâtiment, etc. Tout ce qui pollue, et en même temps tous les porteurs d'enjeux écologiques. Et on s'était mis autour de la table et on avait bâti des indicateurs partagés. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif en matière de pollution de l'air? Qu'est-ce qu'on veut atteindre en matière de protection de la biodiversité? Qu'est-ce qu'on veut atteindre en matière de protection des sols? Qu'est-ce qu'on veut atteindre en matière de protection de l'eau? Sur 5 ans. Et puis, on donne les indicateurs et on les suit. Et évidemment, chaque indicateur, après, se découpe. Vous voulez moins de pollution, ça veut dire que vous voulez de la rénovation thermique des bâtiments. Ça veut dire que vous voulez des véhicules propres. Ça veut dire que vous voulez... Et donc, à chaque fois, on décline et on regarde comment progressent les indicateurs. Moi, je crois qu'il nous faut un tableau de bord. Il nous faut un tableau de bord parce qu'on est responsable vis-à-vis de vous, la jeunesse. On a, alors là, pour le coup, mademoiselle, on a une dette écologique. On a une dette écologique vis-à-vis de la jeunesse. Cette dette écologique, elle est importante. Pardon, c'est vous qui avez parlé de dette.
On a une dette écologique vis-à-vis de vous aussi, parce que voilà, on vous a emprunté la planète et on va à un moment donné vous la rendre. Donc il faut qu'on vous la rende meilleure qu'on ne l'a trouvée. C'est notre responsabilité à nous, les parents. Et donc moi je veux suivre ces indicateurs. Alors il y a plein de mesures après derrière. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de la pollution, les capteurs de CO2 dans les classes. Il faut en mettre partout dans les classes, dans les maternelles. Il faut qu'on puisse contrôler la pollution de l'air intérieur. Il faut qu'on puisse travailler sur l'eau, la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, on ne réutilise pas les eaux usées alors qu'on pourrait les réutiliser notamment en agriculture. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on peut faire du recyclage, on peut faire de l'économie circulaire. Et là-dessus, on est encore très, très en retard. Sur les transports, il faut décarboner les transports. J'ai oublié de vous dire, parce que je vous ai dit que je n'étais pas pour le droit de vote à 16 ans, mais j'ai oublié de vous dire que j'étais pour le permis de conduire à 16 ans. Pour le permis de conduire à 16 ans. C'est pas très bon pour l'environnement. Hein Oui, c'est pas très bon pour l'environnement. Non, mais je vous explique pourquoi. Non, mais roule dans une voiture propre, mais... Après, ça dépend. Vous savez, moi, je suis pas contre la voiture. Hein. Je suis contre la voiture qui pollue. Voilà, parce que je suis contre la pollution, je suis pas contre la mobilité. Et pour les jeunes en milieu rural, je peux vous dire que quand ils commencent à être autonomes, c'est plutôt la voiture qui leur est utile. Donc le paradoxe aujourd'hui, c'est que le permis de conduire est à 18 ans, mais du coup, il y a des jeunes qui roulent dans des voiturettes sans code. C'est pas très bon pour la sécurité routière. Victor, je vous sens dubitatif quand même sur la réponse que vous avez obtenue. J'ai quelques problèmes, notamment sur la voiture. Parce que vous habitez dans une ville. Exactement, mais est-ce qu'on ne devrait pas revoir tout ça et tout le système de transport pour éviter ce genre de choses et peut-être des transports en commun pour éviter les voitures qui ne sont pas forcément propres? Voilà, j'avais juste une réaction par rapport à ça. Alors, dans les transports, dans les villes, effectivement, il faut massivement développer les transports en commun. Il faut aussi réussir à construire des nouvelles lignes ferroviaires entre les villes. Et c'est pas si simple. Hein. Parce que quelquefois, quand on trace des lignes de train, il y a des petits blocages aussi à cause des espaces naturels. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que vous avez un programme détaillé étape par étape, année par année? Est-ce que vous avez un programme détaillé pour faire face à la crise climatique? Est-ce que vous avez un programme de transition? En fait, c'est quoi le plan face à ça? En 1 minute, pardonnez-moi. Eh oui, c'est comme ça. Un plan précis, ça va vite. Hein. Le plan précis, c'est zéro carbone 2050. C'est pas un plan, c'est un plan. Oui, c'est un objectif, mais ça se décline après. C'est comment est-ce qu'on produit l'électricité supplémentaire. Il faut à peu près 70% d'électricité supplémentaire à produire. Là, il faut faire du renouvelable, il faut faire du nucléaire, on n'a pas le choix. Donc j'ai des objectifs en matière de production nucléaire, des objectifs aussi en matière d'énergie renouvelable. Je veux développer les énergies du futur et notamment l'hydrogène. Donc ça, c'est sur le plan de l'électricité produite en plus. Et puis, il faut consommer moins. Donc 30% de consommation en moins, c'est mon objectif. Pour ça, toute une série de mesures qui vous aideront à prendre des comportements plus écologiques. Vous et les générations au-dessus. Et à chaque fois qu'il y aura des comportements plus écologiques, il y aura des bonus. Moi, je voudrais faire une logique d'incitation. Exemple, si vous éteignez tous les modes veille des innombrables appareils électroniques que vous avez chez vous, vous allez faire des économies. Voilà, des économies considérables. C'est ce que vous faites, Valérie Pécresse? J'essaye. Depuis que je sais combien j'ai d'appareils électroniques dans ma maison, que j'ai découvert qu'il y en avait des dizaines. Chaque soir, vous fermez tout? Non, je les ouvre pas. Je les ouvre pas. Allez, dernière question, elle est posée par Mohamed. Oui, bien sûr. Attention, rapidement maintenant. Réduire la crise environnementale à simplement une crise de l'énergie. Non, pas du tout. Alors, vous m'avez demandé sur la crise climatique, sur la biodiversité. Je veux aussi avoir des zones protégées. Oui. Je veux respecter les objectifs de l'UICN, de l'Union internationale de la protection de la nature. Et puis, je veux le zéro plastique en mer. Donc, il y a toute une série d'objectifs. Mais sur l'écologie, voilà, il y a énormément d'objectifs à atteindre. Mohamed, pour la dernière question, un peu plus personnelle. Voilà, bonjour à tous, bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Mohamed, j'ai 19 ans. Je fais partie de l'association Parents par 1000. J'habite à Paris. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans votre vie politique? Qu'est-ce qui m'a le plus déçu? C'est le temps qu'on met pour que ça arrive. Le temps.
À chaque fois qu'on a une bonne idée, on voudrait la réaliser, on voudrait que ça se passe vite. Et puis, en fait, ça met des années. Je vous donne un exemple. Quand j'étais ministre des universités, j'ai fait un plan qui s'appelait le plan Campus. On a mis 5 milliards d'euros pour faire des chambres étudiantes, des universités neuves, des campus neufs pour les étudiants. Eh bien, le ministre d'après, enfin, plus exactement, mes adversaires socialistes m'ont dit « c'est super sympa ton plan Campus, c'est nous qui allons les inaugurer ». Eh bien non, pas du tout. C'est pas eux qui les ont inaugurés, c'est encore les successeurs. Ça a mis 10 ans à sortir de terre. C'est pas normal. C'est pas normal qu'en France, à chaque fois qu'on fait un beau projet, ça mette 10 ans. Et ça, c'est un vrai sujet pour vous les jeunes. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Si vous voulez changer le monde, si vous voulez changer la planète, si vous voulez changer la France, il faut qu'on enlève toutes ces normes, toutes ces règles qui sont trop bureaucratiques, toutes ces procédures. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Ça, c'est des idées qui vous ont déçu. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déçu en politique? Allez. Ouais, mais ça, c'est très intime. Rien n'est intime quand on est candidate à la présidence de la République. Des gens qui m'ont déçu. Oui, on est toujours déçu par les gens qui trahissent et qui servent leurs ambitions au lieu de servir leurs convictions. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Merci Valérie Pécresse d'avoir été Merci avec les nous. jeunes. Et bonne réussite à tous. On reprend dans quelques minutes avec la dernière invitée du jour, c'est Marine Le Pen. Merci.